Pendant des siècles, on avait vécu avec l'idée que l'eau est abondante, que c'est une ressource à disposition de toutes nos envies. Eh bien, depuis une cinquantaine d'années, on s'est rendu compte que ce n'était plus le cas, parce qu'au fait, tout en étant une ressource renouvelable, nous avons arrêté les mécanismes naturels de renouvellement. Et comment? Quand on a prélevé, on continue à prélever davantage d'eau par les fleuves que les systèmes d'alimentation de l'eau du fleuve les permettent, eh bien, on commence à rendre rare l'eau de ce fleuve, ou l'eau de ces lacs, ou bien l'eau de cette nappe. Et cet usage supérieur à la capacité de renouvellement de l'eau sur la Terre explique le fait que l'eau, bonne pour l'usage humain, est devenue de plus en plus rare. Mais elle n'était pas suffisante de la diminuer, d'attaquer l'eau du point de vue quantitatif. Nous avons surtout fait une chose pire, c'est-à-dire on a attaqué l'eau pour la rendre morte, dans le sens que c'est la qualité de l'eau qu'on a détruite par l'industrie chimique, par l'industrie minière, par l'agriculture, par les pesticides, par tous les produits chimiques toxiques qui ont contaminé et qui ont pollué toutes les formes et les corps hydriques de la planète. Il n'y a plus aucune eau qui ne soit pas contaminée. Il n'y a plus une nappe qui ne soit pas effectivement soumise à ces contrôles de dévastation qualitative. 33% des eaux des nappes des États-Unis ne sont plus utilisables. La même proportion vaut en Inde. En Inde, il y a 35% de l'eau souterraine qui n'est plus utilisable pour activité humaine. C'est-à-dire que nous avons été une société non seulement cupide, non seulement qui a voulu beaucoup d'eau, mais inconscient, irresponsable, parce qu'on a tué la qualité, la vie de l'eau. Tuant la vie de l'eau, on tue la vie de la vie. Et c'est ainsi qu'alors en Belgique, on constate que aussi l'eau est devenue de plus rare. Pas seulement par les changements climatiques, c'est ça le gros problème à l'heure actuelle de mystification face au problème de l'eau que les dominants ont développé, c'est de dire, désormais tout ça est à cause du changement climatique. C'est le changement climatique qui a bouleversé le problème du rapport des êtres humains avec l'eau sur la Terre, ce qui est absolument faux. Parce que le changement climatique, lui, n'est pas venu de tout seul. Et donc, le changement climatique résulte effectivement d'une mutation des équilibres naturels des rapports de vie dans tous les êtres vivants de la planète, de sorte qu'après, le changement climatique est devenu un des facteurs concurrents et également un résultat de nos actions de dévastation et de destruction de la vie du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif. Et la Belgique souffre comme les autres, et notamment les Flandres. Il ne faut pas oublier que l'agriculture intensive a détruit la fertilité du sol aux Pays-Bas et en Flandre. Aux Pays-Bas, si vous n'avez pas des aides chimiques, la terre aux Pays-Bas, c'est la poussière. Parce qu'on a trop mis de substances chimiques et a tué les vivants, les éléments vivants. Et donc c'est du sable. Au fond, et effectivement, quand après s'ajoute la chaleur, quand s'ajoute les changements pluviométriques dans les différentes régions, les terrains se sèchent. Et se sèchent pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'organismes vivants. Et donc, l'eau qui est la source de la vie. D'ailleurs, on dit que la vie a commencé sur la Terre il y a à peu près 3 milliards et 700 millions d'années sur 4 milliards et demi de vie de la Terre, du moment où on a pu percevoir qu'il y avait de l'humidité. Et c'est là qu'a commencé la vie. Or, c'est la première conséquence de tout cela, de ce qu'on appelle désormais la pénurie de l'eau, ou on appelle la raréfaction de l'eau, etc., c'est que l'eau qui est vie
Et nous tous avons, et les plantes et les animaux, on a droit à la vie, non? N'est-ce pas? Si l'eau n'est pas là, nous n'avons plus le droit à la vie. Et inutile de penser que vous buvez du Coca-Cola ou du buvez de San Pellegrino. Ce n'est pas cette eau-là qui est l'eau, qui est l'élément déterminant de la vie. Hein. Et donc, aujourd'hui, on constate que plus l'eau devient rare, plus les phénomènes de sécheresse augmentent, donc plus l'agriculture va dépérir, plus les forêts disparaissent, etc., plus les sols se dégradent. Ben, le droit à la vie des milliards de gens est abandonné, est nié, n'est plus là. À la limite, même si on voulait faire des choses pour que cela change, parce qu'il faudrait penser à des générations avant de remettre en état normal la vie de la planète Terre. Ce n'est pas comme si vous prenez une aspirine et après votre mot à la tête disparaît. Ce n'est pas comme ça. Alors, la première conséquence de cet état actuel de l'eau dans le monde, c'est effectivement l'assassinat, je dirais, du droit à la vie des gens. C'est cette absence de droit à la vie des gens a des conséquences énormes, inutile qu'on les explique. C'est impossible de vivre quand la plupart des gens, 2 milliards et 100 millions, 2 milliards et 100 millions de gens, n'ont pas accès à l'eau potable. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas accès à la vie. Mais dites, on ne parle pas de 2 milliards de pois chiches, hein. On parle de 2 milliards d'êtres humains. Et vous et moi, on a la chance qu'on n'ait pas fait partie de ces 2 milliards. Et si c'était vos enfants, hein? Et si c'était votre épouse, si c'était vos amis. Cette négation du droit à la vie planétaire, c'est une négation planétaire. Et on voit que ça continue et que ça perdure et persiste. On doit alors se demander, mais que font-ils, que faisons-nous en tant que gouvernants de la vie sur la planète? Nous sommes tous un peu des gouverneurs de la vie sur la planète. Que fait-on? Peut-on imaginer qu'on puisse penser même que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, l'eau soit encore plus rare? Eh bien, non seulement on le pense, mais on ne fait rien contre pour que cela n'arrive pas. Et c'est ça qui nous amène au deuxième grand problème de l'eau dans le monde. C'est que la qualité même de la vie devient mauvaise pour tous les autres. Et plus la qualité de l'eau est mauvaise, plus il y a des lacs empoisonnés, pollués, plus les nappes, etc., eh bien, plus l'activité humaine, les rapports entre les êtres humains deviennent compliqués, et plus les activités même de création de la richesse, matérielle ou immatérielle, la création de richesse d'aujourd'hui, par exemple, dire je me lave les mains et on me dit que c'est un instrument de plus grande sécurité pour moi face à la contamination du coronavirus. C'est la qualité, ça. Eh bien, à l'heure actuelle, quand vous pensez que 4 milliards et plus n'ont pas accès de manière régulière, permanente, continue et sûre à une eau bonne en termes de qualité pour un usage humain, vous pouvez vous demander, mais à quelle humanité je fais partie, de quelle humanité je fais partie? Et cette question de la qualité de l'eau, et donc de la qualité de la vie, doit nous poser énormément de questions. Quand Erdogan, au début de septembre, a coupé la distribution de l'eau, parce que la centrale d'eau était en Turquie, et alimentait l'eau
pour sa propre armée, pour les autres gens qui étaient là avant, dans la région nord-est de la Syrie, occupée militairement par Erdogan, et il coupe l'eau. On peut se dire, mais de quel droit un chef d'État peut couper de l'eau pour presque 1 million de personnes et qui s'est habité, c'est venu par des gens qui sont réfugiés dans les camps de réfugiés, et après on leur dit, voilà, maintenant on va vous protéger contre le Covid, lavez-vous les mains. Et ces crimes contre l'humanité d'Erdogan, personne n'a dénoncé. On l'accepte comme inévitable parce que ce qui est intéressant à la fois dans l'acceptation de la part de la population mondiale, et surtout des dirigeants du monde à l'heure actuelle, de la raréfaction de l'eau quantitativement et la raréfaction de l'eau qualitativement, c'est que les gens acceptent ce monde-là. C'est que les gens ont internalisé le principe qu'on ne peut rien faire contre le déni des droits en égalité et dignité pour tous les habitants de la Terre. Autrement dit, sans parler mal des Belges, je peux parler mal des Italiens, des Français et surtout des Américains pour dire, c'est que les gens acceptent qu'aujourd'hui le droit à la vie ne soit pas garanti à tous. Soit parce qu'il y a les guerres, soit parce qu'il est noir, soit parce qu'il est blanc, soit parce qu'il est chiite, soit parce qu'il est catholique, soit parce qu'il est sans travail, soit parce qu'il n'est pas qualifié. On a accepté l'idée que le droit à la vie n'est pas la question principale, n'est pas l'objectif principal. Et l'eau le démontre avec force. Si j'étais poète, je dirais avec dramaticité, de manière étincelante, l'eau, de manière diffuse. Non, c'est de manière dure, rude, violente, que l'on est dit que nous sommes une société qui a accepté l'inévitabilité de la non-concrétisation du droit à la vie pour tout le monde. Alors, le troisième gros problème qui a surgi à partir de cette pénurie croissante de l'eau. Et une pénurie qu'on nous annonce qu'en 2050, déjà, un quart de la population mondiale, c'est-à-dire, les besoins, pour un quart des besoins totaux d'eau du monde, ne seront pas là. Il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. Et bien entendu, ça augmente par rapport à aujourd'hui, parce que cela signifie que les groupes dominants réussiront à s'accaparer de l'eau encore accessible, du point de vue même de l'eau qualitative, mieux que les autres qui seront mis en condition même de ne pas avoir accès à ces 75% de la totalité de l'eau qui reste. C'est qu'au fond, l'eau révèle notre incapacité de vivre ensemble. Une capacité de vivre ensemble dans le fait que nous disons qu'il y a toujours des problèmes mondiaux. L'eau, donc, est un phénomène mondial. Les luttes entre les agriculteurs, les grandes compagnies agroalimentaires, je ne parle pas le paysan, hein, les grands complexes agroalimentaires qui vont s'accaparer des terres d'Afrique ou des terres d'Amérique latine, ou toutes ces grandes compagnies, Nestlé, Coca-Cola, qui essaient de faire des contrats d'achat qui est appelé contrat de coopération publique-privée, non? Hein? Et qui achètent les Guarani alors. La capacité qui est les plus grands aquifères au monde, en Argentine, dans la partie centro-méridionale de l'Amérique latine, eh bien, ils s'emparent, eux, de Guarani, ils s'emparent, eux, des terres, et ils continuent à aller partout pour s'accaparer des terres. Cela signifie qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution politico-institutionnelle de l'échelle locale à l'échelle mondiale, commune. Donc il n'y a pas de processus politique qui permette d'établir des règles
commune à tout le monde, des institutions en charge de respecter les règles fixées, des institutions qui ont le pouvoir de sanction en cas où on ne respecte pas les règles, des règles et des institutions qui permettent aux gens de participer et pas avoir seulement des technocrates, pas seulement des experts, pas seulement les puissants qui... Donc, on est une société qui montre d'être pauvre, misérable, dans sa capacité créative d'ingénierie sociale. Parce que la seule réponse quand il y a des problèmes comme ça, c'est justement couper l'eau, c'est justement les petites guerres locales, c'est justement faire une loi qui permet la privatisation. C'est-à-dire, les seules solutions qui nous seront accessibles sont des solutions violentes. Moi, je vais avoir au Guarani, moi, je vais avoir au Congo, au fleuve Congo, moi, je vais arriver au lac de Bolsena en Italie, au lac Maggiore, et toi, c'est fini, quoi. Et donc, le troisième gros problème soulevé par la quantité et la qualité de plus en plus rare de l'eau dans la vie, c'est notre ingénierie, faible capacité d'ingénierie sociale dans l'intérêt de tout le monde. C'est ça la politique. La politique est être capable, sage, assez sage, pour qu'une communauté, tous les membres de cette communauté, puissent participer à la définition des règles, des principes inspirateurs de vivre ensemble et des modes de réaliser l'objectif de permettre à tout le monde d'avoir le droit à la vie en dignité, égalité et paix. Je me sens presque un curé. Mais le problème, c'est là, justement. Le troisième problème, c'est qu'on a perdu cet amour de la spiritualité de la vie. Et en réalité, la politique, la capacité d'ingénierie sociale, c'est l'esprit de vivre ensemble. C'est être capable de vivre ensemble avec les autres, est justement le moment le plus élevé et l'expression la plus élevée de la capacité de vie des gens. Or, au niveau mondial, nous sommes bien loin d'avoir des formes d'organisation de l'humanité qui permettent à l'ensemble des membres de l'humanité de fixer ces règles en commun, de les s'appliquer en commun et d'essayer d'améliorer les situations. Donc c'est ça. L'eau révèle au fond que cette spiritualité sacrée de la vie ne se traduit pas dans les formes d'ingénierie politique sociale nécessaires, adéquates. C'est quand on dit alors que nous sommes une société violente, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait violence à la sacralité de la vie. Et on fait violence à la sacralité de l'eau. L'eau est sacre. Dans le sens qu'elle est dévouée, dédiée à la vie. Alors, quand on s'accapare des moyens de la sacralité de la vie, non seulement on détruit la sacralité de la vie et de l'eau, mais on détruit toute forme de vivre ensemble. Et ça vient le quatrième point important. Le fait que nous n'avons pas été capables d'arrêter la raréfaction de la quantité, d'arrêter la destruction qualitative de la vie de l'eau, d'être incapables de nous organiser, mais nous a amenés à faire quoi? À laisser aux appétits et aux besoins des plus forts le pouvoir de contrôler et utiliser l'eau. Et c'est ce qu'on appelle la marchandisation et la privatisation de l'eau. La marchandisation signifie que l'eau est une marchandise, quoi, comme n'importe quoi, comme un morceau de chocolat, comme un vélo. Et d'ailleurs, l'eau est de plus en plus considérée un produit industriel de haute technicité. Parce que nous savons pertinemment, grâce au progrès qu'on a fait dans la science moléculaire, dans la capacité de connaissance des cellules, des atomes, etc., on a compris la structure atomique physiquement de l'eau, on a compris à travers la microbiologie les éléments portants de la vie dans l'eau, on intervient donc
l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la quantité, tout cela est devenu de plus en plus technologiquement fortement imprégné des connaissances de la science. Et on a dit, mais écoutez, c'est nous qui sommes en train de créer l'eau. Avant, on attendait que ce soit les montagnes, que ce soit la pluie, et on a même reproché à Dieu, quand il nous donne cette eau-là, d'avoir oublié de faire les tuyaux. Et donc, c'est nous qui faisons les tuyaux. C'est nous qui faisons les barrages, c'est nous qui faisons les bassines, c'est nous qui faisons ceci et cela. Et alors, l'eau est devenue un produit industriel commercial. Et donc, je dois les vendre au prix du profit. Et l'avoir marchandisé signifie qu'on a marchandisé la vie. Et que la vie vaut X epsilon Z. Et que la vie n'est pas, encore une fois, quelque chose qui est un bien commun, public dans le sens qu'il est partout, quoi. Hein? C'est une marchandise. Et l'exemple de l'eau minérale est extraordinaire. C'est l'eau minérale qui même est des sources qui existent depuis 200 ans, 300 ans. Evian ne fait que dire, vous êtes en train de boire l'eau des dinosaures, qu'ont vu les dinosaures, etc. Ce qui en partie peut être vrai, eh bien c'est une marchandise, quoi. Et alors, s'il n'est pas accessible du point de vue du prix, ben, vous n'avez pas accès à l'eau. Et c'est pour ça qu'on a dû inventer, en Belgique également, et vous le savez, Vivaqua, il y a 1 an et demi, et la Scie, la Liège, etc., ont introduit ce qu'on appelle la facture sociale. C'est-à-dire, si l'eau vaut normalement 3 euros et quelque chose au cube, au mètre cube, donc 1000 litres, 3 euros, etc., ce n'est pas beaucoup. Hein, quand vous devez payer 1 euro pour une bouteille d'eau minérale, une bouteille pour 1 litre 25, vous savez qu'avec 3 euros, vous avez 1000 litres de qualité contrôlée, hein, par le public. Eh bien, quand on a inventé la facture sociale, vous ne pouvez pas avoir de l'argent pour payer les 3 euros au mètre cube. Eh bien, on vous dit, bien, vous êtes pauvre, eh bien, vous payerez 50 centimes ou bien 1 euro. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, c'est la CPAS, ce seront des associations bénévoles, des fondations, on vivra grâce à la philanthropie, des riches, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça, avec ce type de marchandisation? Cela signifie que tu as l'eau et tu n'as pas de problème, parce que tu es riche, tu peux te les payer. Donc, ce n'est pas une question de droit. Il faut que tu aies un pouvoir d'achat. C'est intéressant, ça. On a remplacé le droit par le pouvoir d'achat. Tu n'as pas le pouvoir d'achat, ben je vais te faire le monde. Je suis bon, moi. Hein? La société riche est bonne, s'occupe des pauvres, quoi. Et donc, je te fais, mais tu dois payer. Et voilà. Et donc, tu n'as plus non plus de droits. On ne te donne pas de droits avec la facture sociale. On te donne le monde. Et aux riches, on ne lui donne pas les droits. On lui dit, heureusement que tu as un pouvoir d'achat inévitable. Et c'est ça la politique actuelle de l'eau, qui se résume dans le prix de l'eau, et qu'on remplace le droit par le pouvoir d'achat ou le monde. C'est extraordinaire. Ça devrait faire réfléchir. Et cela explique pourquoi on n'a pas de solution commune. Parce qu'il n'y a pas de cette ingénierie qui soit inspirée par le principe que l'impératif majeur, je ne dirais pas éthique, je ne dirais pas impératif moral, mais l'impératif du vivre ensemble, c'est de reconnaître que tout le monde a les droits, pas seulement moi qui ai un pouvoir d'achat, ou pas seulement moi qui suis blanc, pas moi que j'habite dans une belle région, etc. Et ça, c'est très difficile,
parce que au cours des 50 dernières années, on a remplacé l'objectif de la vie et du vivre ensemble par l'objectif de la croissance de votre pouvoir d'achat. C'est quoi la croissance économique, si vous regardez? Tout le monde parle croissance économique, croissance économique, croissance. On ne peut pas vivre sans croissance économique. Si tu veux avoir les droits, tu dois avoir la croissance économique. Tout de balivernes pareil. C'est quoi la croissance économique? Être plus riche. Pourquoi? Parce que si tu es riche, alors les gens pensent qu'on peut tout faire. Personne qui peut tout faire, tout acheter. Ce qui est, hélas, à mes égards, correspond à la réalité. Heureusement que ce n'est pas si vrai en totalité, mais on a l'impression que la puissance de faire est reliée et liée, dépendante de la puissance d'achat. Et c'est ainsi que l'on a privatisé. Et donc le troisième gros problème, c'est cette marchandisation de la vie et la privatisation. Et même si la Belgique n'a pas atteint le niveau de privatisation des services hydriques, de tous les services hydriques, des services de protection, par exemple, des lieux de captage de l'eau, des lieux de la protection de l'environnement, puis potabilisation, puis distribution, puis recyclage, puis etc. Il y a des services, ce qu'on appelle le cycle de l'eau, de A à Z. On n'a pas privatisé ces services hydriques comme on l'a fait en Angleterre, comme on l'a fait aux États-Unis, comme on a fait même pire au Chili, où on a mis un article dans la constitution chilienne de Pinochet. Vous voyez les rapports entre dictatorship, non-démocratie et droit, quoi. Hein? Alors, on a mis que l'eau est des droits privés. Eh bien, cette privatisation est cohérente avec les principes fondateurs de notre société actuelle. Tout doit être privé. Tout doit être privatisé. Pensez maintenant au vaccin contre la Covid-19. On garde le principe que le vaccin est un produit industriel des grandes entreprises pharmaceutiques qui déposent un protocole qui dit « moi j'ai inventé ce vaccin » et reçoit un brevet qui, et ce brevet, lui donne l'autorité, le pouvoir d'utiliser de manière exclusive le vaccin comme il veut, pour qui veut, au prix qu'il veut. Et ça, c'est la privatisation de la vie, de nouveau. Et vous voyez que cette manière de penser et de pratiquer les conceptions est transversale. Elle s'applique à l'eau, elle s'applique à la santé, elle s'applique à la connaissance, elle s'applique à l'alimentation, elle s'applique à l'éducation. Et c'est pour ça que l'eau et la privatisation de l'eau est une des formes les plus avancées de ce qu'on pourrait appeler, non pas la dérive, mais ce qu'on pourrait appeler le désastre de la conception humaine de la vie. La privatisation est un désastre. Je ne veux pas dire que le caractère gestionnaire public des services publics ne puisse pas être un désastre. On le voit. Les gouvernements peuvent être corrompus, peuvent être dictatoriaux. Ce n'est pas inévitable que le gouvernement public soit bon, soit juste. Mais au moins, le gouvernement public signifie que c'est au service de l'ensemble de la communauté. Mais quand vous privatisez, vous le dites formellement, de manière précise, l'objectif c'est que toi tu optimises, voire même tu maximises ton intérêt. Et que si tu maximises ton intérêt, c'est la bonne solution. Et c'est ça la différence entre privé et public. Et cette donc marchandisation et privatisation nous amène, si vous voulez, au quatrième gros problème mondial de l'eau, dont les Belges aussi peuvent souffrir. Pas nécessairement les Luxembourgeois, parce que je vais parler de la financiarisation de l'eau. Au fond, l'eau ne vaut plus
en fonction de la contribution à la vie qu'elle porte aux gens. Depuis l'an 2000, la première banque plus vieille privée de la Suisse, Pictet, a créé le premier fonds d'investissement dans l'eau et a pratiquement confirmé, consacré tout ce qui était arrivé avant, marchandisation, privatisation, avec la dernière plage des formes de destruction de la vie, qui est la financiarisation spéculative. Et ça a marché. Le fonds Pictet sur l'eau a eu beaucoup d'enfants. Et il y a beaucoup de fonds maintenant d'investissement. Et BNP Paribas et ça, c'est un fonds bleu aussi. C'est plein de fonds bleus, où on traite l'eau comme on traite une monnaie, comme on traite la valeur de casino de Namur, comme on peut traiter le salaire d'un footballeur. La financiarisation de l'eau est terrible, parce que ça signifie que l'eau ne vaut pas pour la vie. L'eau vaut si elle contribue à augmenter la croissance de la valeur en capital des possesseurs, des détenteurs du capital. Quand on parle, par exemple, pour vous donner un exemple de la financiarisation de la vie, aujourd'hui, les entreprises ne sont plus classées en ordre d'importance en fonction, par exemple, de la création d'emplois. Jadis, une grande entreprise, c'est celle qui avait davantage d'emplois, 200 000 personnes, 3 000. Bon, maintenant, depuis une belle lurette, ce n'est pas l'indicateur qui mesure l'importance des entreprises. À partir des années 70 ou 80, c'est plutôt le chiffre d'affaires. Une petite entreprise de 10 personnes, mais qui avait un chiffre d'affaires grand par rapport à une entreprise qui a 1000 personnes, ben c'était plus important, l'entreprise de chiffre d'affaires, que celle qui avait plus d'emplois. Mais depuis les années 90-95, maintenant on mesure, et vous allez regarder, chercher les entreprises plus importantes du monde. Dans le web, vous cliquez, eh bien vous voyez qu'on vous donne toute la liste des entreprises en fonction de leur capitalisation sur les marchés. Et la capitalisation de l'entreprise est mesurée en fonction du nombre d'actions qu'elle a réussi à mettre sur le marché, multiplié par la valeur de l'action. Et il peut y avoir une petite entreprise qui a grand succès et qui trouve une grande capitalisation. Bon, mais pour dire, Amazon est parmi les grandes entreprises de capitalisation. Donc, financiariser l'eau signifie faire entrer les politiques de l'eau et les problèmes de gestion de l'eau. Bien entendu, les gestionnaires de l'eau traiteront aussi la qualité, le recyclage, la sécurité, par contrôle. Chaque jour, il y a dans différents coins de la Belgique des gens que vont mesurer la qualité de l'eau. Donc ça continue, ils ne pensent pas à capitaliser l'eau. Mais le contexte général, c'est la capitalisation, la financiarisation de l'eau qui est devenue l'un des plus gros problèmes. Le monde peut aller à la ruine, mais si cela ne va pas à la ruine pour la financiarisation de l'eau, le monde ne va pas à la ruine. Il peut aller, mais ça ne compte pas. Et donc vous pouvez avoir des morts par millions de gens qui n'ont pas, ou millions d'enfants, presque 9 millions d'enfants meurent chaque année, entre autres, à cause des maladies dues à l'absence ou à la mauvaise qualité d'eau. 9 millions. Mais vous imaginez, en 10 ans, c'est 90 millions, si ça continue. Et c'est quoi ça? C'est un génocide, non? De nos petits-enfants. Des enfants. Alors, normalement, les gens disent, mais c'est parce que, de toute façon, ces enfants meurent en Afrique.
Ces enfants meurent dans les banlieues des bidonvilles du Brésil, en Asie, etc. Ce n'est pas notre affaire. Hein? Ben, je crois que c'est ton affaire quand tu vois que ton salaire, peut-être, tu les gagnes parce qu'il y a des gens que tu exploites le travail, dont tu leur voles l'eau. Pas mal de notre activité que nous mangeons, de biens alimentaires ou de biens vestimentaires, c'est dû au fait qu'il y a des entreprises qui captent l'eau pour l'industrie textile, qui captent l'eau pour la production alimentaire, pour l'exportation, et qui empêchent les agricultures locales d'avoir accès à l'eau qui existe, et c'est pour ça que leurs enfants vont mourir de maladies, parce que l'eau qui existe n'est pas destinée à eux, et c'est pour cela qu'on ne peut pas penser que c'est loin. Ou bien on est ignorant, on ne sait pas tout ça, ou bien on est maintenu ignorant de tout ça, ou bien on les sait, et alors, si on les sait, et donc c'est pour cela qu'il ne faut pas être un scientifique pour comprendre que la disparition du lac Aral, qui est due au coton, mais c'est dû au fait que l'industrie du coton est mondiale et avait besoin de l'eau. Et donc, si j'ai des bonnes chaussettes en coton, ou si j'ai de bons vêtements, costumes en coton, je suis très heureux. Entre-temps, je dois savoir que c'est parce qu'on a séché des fleuves et des lacs. Et donc, ça me concerne. Et je ne peux pas dire que je ne les ai pas. Effectivement, quand on a fait disparaître le lac d'Aral, Aral, c'est en Russie, au Kazakhstan, etc., on l'a fait à cause du fait de surexploitation. Donc on a prélevé trop de eau, que le lac Aral ne se relève, et on a détruit la qualité du lac d'Aral. À cause de quoi? De l'industrie du coton. Et l'industrie du coton, ce n'était pas faite pour les Kazakhs, hein, ni pour les industries de la Russie. Elle était faite pour l'exportation. Elle était faite pour nous, pour nos produits qui nécessitaient du coton, du bon coton. Et donc, en fait, nous, utilisateurs finaux des produits dont on a utilisé l'eau pour les produire, on est un peu responsable. Donc, il ne faut jamais penser que c'est trop loin. Au-delà de la métaphore, on est tous dans le même bateau. La réalité, c'est que désormais, la vie de la planète est un bien qui est soit commun public, soit une bien ressource privée à exploiter pour le bien-être uniquement des personnes qui peuvent avoir des pouvoirs d'achat élevés pour acheter tous les produits et les services qui comportent des prix qui échappent normalement aux familles non aisées. Et donc, nous venons ainsi, après la quantité et la qualité, la raréfaction, et après les autres points que je viens d'énumérer, on vient au fait, au point central de la question de l'eau. Quand vous vous occupez de l'eau, au fond, vous, en le sachant ou sans le savoir, vous êtes en train de dire quel futur je suis en train de préparer pour l'humanité et la vie sur la Terre. Au fait, vous faites de la prospective. Comme on disait jadis, sans le savoir, non? Et souvent, ça arrive que sans le savoir, nous construisons ou détruisons le futur. Et aujourd'hui, tout le monde accepte que le problème de l'eau est là. Elle est marquée par la pénurie. Et étant donné que l'empirisme quotidien nous montre que nous ne sommes pas capables de résoudre le problème ensemble, tout le monde pense qu'il n'y a que moi qui peux résoudre mon problème. Il ne faut pas s'attendre que les autres résoudent le problème pour moi.
Et ça amène à envisager un monde de conflits, de lutte. On accepte, au fond, l'inévitabilité de la guerre. Pas seulement de la guerre de l'eau, mais de la guerre pour tout. De la guerre pour l'alimentation, de la guerre pour la santé, parce que l'eau est la vie, donc tout est lié. On ne peut pas dire que les gens pensent qu'il y aura la guerre de l'eau et il y aura la paix alimentaire ou la paix de la santé. C'est un peu, comme diraient les Espagnols, c'est un peu loco. Hein? Ce n'est pas comme ça. Eh bien, nous, en maintenant la raréfaction croissante, les logiques de la raréfaction croissante de l'eau, nous sommes en train de programmer un futur inégal pour les peu et pas pour les beaucoup. Un futur élitiste, qui d'ailleurs ne sera pas nécessairement si magnifique, hein, parce que j'ai trouvé tout seul, entouré par des milliards de personnes en difficulté. C'est comme si j'avais trouvé que j'ai mon vaccin pour moi, mais il y en a des millions qui n'en ont pas. C'est pas si rassurant. Hein? On ne va pas mettre les murs des États-Unis de 3000 kilomètres pour empêcher les Mexicains d'aller travailler aux États-Unis. Ça, c'est pas suffisant. Alors, même ces murs-là n'arrêteront pas l'insécurité sanitaire. Donc, en s'interrogeant sur l'eau, de dire quel est le futur que je veux. Alors tout le monde, naturellement, dit, mais je veux d'abord un futur pour moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et puis pour ma localité, etc. Oui, mais il est de toute évidence que ça n'est pas la solution. Et il ne suffit pas de dire où tout le monde est sauf, ou personne ne sera sauf. Hein? Si tout le monde est sauf, si tout le monde est sauf, nous aussi, on sera sauf. Parce que ça aussi, c'est très utilitariste. Au fond, tu n'as pas le droit à l'eau, mais je sais que tu dois avoir l'eau, parce que sinon, moi, je me trouve en difficulté à mourir, non? Donc, c'est dans mon intérêt égoïste que tu aies accès à l'eau pour vivre. Et on ne construit pas le futur avec ça. Hein? Parce que dès que je peux le faire sans que tu sois là, ben, je vais te couper l'eau, quoi. Hein? C'est normal. Donc, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile d'envisager des solutions. Cette description des problèmes mondiaux de l'eau, ce qui ne signifie pas qu'ils ne sont pas locaux. Hein, parce que quand on parle d'un problème mondial, ça signifie qu'il concerne tous les territoires, tous les lieux, toutes les communautés locales. Et donc, on ne peut pas envisager comme solution des solutions locales, strictement. Parce que ce n'est que justement leur penser uniquement à soi. Hein. Et nous devons apprendre maintenant, je passe aux questions des solutions, nous devons apprendre cette nouvelle ingénierie qui nous manque, que nous n'avons pas été capables de développer au cours de ces 50 dernières années, et avant même. Une ingénierie sociale du vivre planétaire. Ce n'est pas une mince affaire. Et donc, on ne peut pas penser qu'il y a la solution financière. Il suffit qu'on ait davantage d'argent pour alors soigner les lacs pollués, comme on peut le faire, c'est une solution aussi. Éliminer les barrages et redonner vie aux fleuves au lieu de les arrêter, ça c'est très important, par exemple, comme solution. Redonner vie libre aux fleuves. Au lieu de les encapsuler, les emprisonner, les bonder, laisser la nature remettre en fonction, par exemple, les zones humides. Alors qu'on a éliminé toutes les zones humides. Et il y a tellement de solutions qui peuvent être faites. Augmenter un tout petit peu la quantité d'eau disponible, par exemple par les dessalements de l'eau de mer, puisqu'on a été capable d'utiliser l'eau naturelle, bon, on va faire l'eau
l'eau potable à partir de l'eau de mer, mais la nature avait bien séparé l'eau de mer et l'eau douce. Ce sont des choses différentes. Eh bien, s'il n'y a que ça à faire, faisons le dessalement de l'eau de mer. Mais ce n'est pas une solution, nous le savons, du point de vue même environnemental, ce n'est pas la solution parfaite. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent... Donc, consommer moins d'eau, par exemple, en agriculture. Ce qu'on appelle augmenter la productivité hydrique en agriculture, c'est-à-dire produire plus de denrées alimentaires avec moins d'eau. Ça, on peut le faire. D'ailleurs, une des grandes entreprises agroalimentaires et pharmaceutiques du monde, Syngenta. Syngenta, pendant des années, avait fait une publicité, il y a 5-6 ans, par laquelle il disait more crops and less drops. Davantage de produits agricoles avec moins de gouttes d'eau. Et bien entendu, au-dessus, disait This is way. C'est nous. C'est nous. Donc, c'est pas ça. Mais c'est aussi ça. On peut envisager ça. Technologiquement parlant, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Mais ne pas penser que c'est la technologie qui va résoudre le problème. C'est ça le hic. Et ce n'est pas la technologie qui va résoudre le problème parce que ce n'est pas la finance qui va résoudre le problème. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup d'argent. Mais on l'utilise pour faire la guerre. On l'utilise pour s'accaparer des terres des Africains. On l'utilise pour polluer l'eau. Donc, l'argent n'est pas le problème. Ce n'est pas de dire on crée davantage de croissance économique et nous permettra de résoudre le problème qualitatif de l'eau. Non. Et donc, c'est tout ça, on est conscient. Et tout ça, je pense, que pose le gros problème du futur, donc de la programmation du futur. Comment je veux atteindre le futur qui est pour tout le monde, le futur qui est pour tout le monde. Or, c'est beau à dire, le futur pour tout le monde, mais on peut le faire. Ce n'est pas dit que 8 milliards ou 10 milliards de gens ne peuvent pas avoir accès à l'alimentation. On peut, on le fait. On fait de l'alimentation pour 10 milliards. Seulement qu'il y a après 2 milliards de gens, soit 1 milliard qui a faim et l'autre qui meurt parce qu'il a trop mangé et mal mangé, quoi. On a l'argent pour faire ça. Donc, le problème de l'eau et la solution de l'eau est dans la juste manière de voir la vie et la vie de tous les êtres vivants. N'est pas sectorialiser, n'est pas prioriser la vie. Dans le sens où il faut d'abord donner la vie aux jeunes. On peut faire mourir les vieux parce qu'ils coûtent trop. Mais on le fait. Et en faisant ça, on n'aide pas les jeunes non plus. Parce qu'on aide les jeunes plus forts. Les jeunes qui savent être les plus agressifs, les plus compétitifs, etc. Donc, le problème de l'eau n'est pas facile à résoudre, parce que ça signifie résoudre le problème de la vie. Mais on peut commencer. On peut commencer à envisager. On l'a fait en 1990. La communauté internationale avait dit et appliqué que l'eau n'est pas un bien social, n'est pas un bien commun, n'est pas un bien vital en dignité. Elle l'a fait. Pourquoi la communauté internationale, en 2040, ne pourrait pas dire l'eau est un bien commun social et qui doit être sauvegardé dans l'intérêt de la vie en dignité pour tous les 10 milliards de gens qui sont... C'est ça un problème. Parce qu'on est arrivé à la destruction finale de la vie à travers l'eau, parce qu'on a changé la vision qu'on avait de l'eau. Et donc, il faut renverser de nouveau. Et dans des niveaux et à des échelles qui n'étaient pas celui de 100 ans, de 50 ans. Et dans des conditions qui sont différentes. Il est vrai qu'aujourd'hui, tout traitement de l'eau contient des ingrédients de connaissances impensables il y a 50 ans.
Donc il faut partir par la science, pas par la technologie. Il faut partir quel rôle nous donnons à la science. Est-ce que nous faisons la science maintenant nanotechnologique, donc par des millions, non, à des vitesses millions de secondes ou millions de millimètres, pour avoir l'eau pour tout le monde, ou bien pour continuer à l'utiliser après, l'eau d'énorme qualité pour la conquête de l'espace. Et c'est ça qui se passe. Alors, toi, l'eau pure, qu'on arrive maintenant à produire l'eau pure, est faite pour des missions militaires. Et donc, l'enjeu, au fond, dans tout cela, je ne veux pas de nouveau être un curé, mais c'est vous et moi. La solution au problème de l'eau, c'est comment vous et moi nous voyons l'eau. Moi, je vous dis, il faut voir l'eau qui ne soit plus un bien privé, un bien marchandise. Il faut arrêter ça. Je comprends que ce n'est pas facile, mais il faut arrêter. Inutile de dire n'ouvre pas le robinet quand tu n'as pas besoin d'eau. Ça, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Arrêtons de terroriser nos enfants, nos petits-enfants, de dire ne consomme pas trop d'eau quand tu te laves les dents. Apprenons aux adultes de ne pas sécher les lacs pour produire du tissu qu'après je peux acheter à 2 € la chemise ou autre chose. Ce n'est pas les petits-enfants qui se lavent les dents qui est une solution. C'est nous les adultes. Et donc, première chose, c'est renverser la vision que nous avons de la vie. Accepter que la vie n'est pas seulement pour certains. Accepter que la vie n'est pas seulement pour notre nation. Que la sécurité hydrique n'est pas un problème des nations. La sécurité hydrique est un problème de la vie de la planète, un problème de la communauté globale de vie de la planète, de tous. Et arrêtons alors de privatiser la gestion de l'eau. Il y a beaucoup de villes qui ont recommencé à rémunicipaliser à titre public la gestion de l'eau, mais ce sont des petites gouttes. Il faut que ça devienne une avalanche. Il faut que la rémunicipalisation de l'eau, et pas nécessairement la républicisation de l'eau au niveau mondial, ça aussi, mais la rémunicipalisation de l'eau serait l'exemple d'un changement, d'un virage formidable dans l'histoire de l'humanité. Pas une municipalisation corrompue, etc., mais une rémunicipalisation communautaire, où l'eau est bien commun, de Bruxelles, mais de la Wallonie, de la Belgique, de l'Europe, du monde. Et donc ça, enlever au fait ma proposition, et il faut sortir la vision de l'eau de la vision marchande, mercantile et monétaire. L'eau n'est pas un problème d'économie. Elle est un problème d'économie si on appliquait le concept vrai de l'économie. Parce que l'économie signifie règle de la maison. Oikos, c'est la maison en grec. Nomia, nomos, c'est la règle. L'économie n'est pas faire l'argent. L'économie, c'est avoir des règles du vivre ensemble, tous les habitants de la même maison. Et donc, l'économie signifie qu'il faudrait mettre à la retraite pas mal de professeurs d'économie de nos universités qui enseignent quelque chose qui mériterait d'être mieux expliqué. Et donc, ça, c'est un problème. Mais c'est également, l'autre solution, c'est pulvériser la capacité de la finance d'être le paramètre de définition de la valeur de la vie. Il faut arrêter que moi, j'ai soit attribué une valeur en fonction de ce que je rapporte au capital qui investit en moi.
Parce que nous, on appliquera la même chose à l'eau. J'investis dans l'eau en fonction de ce que tu me rapportes comme intérêt. Mais donc, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas... C'est du politique. Ce n'est pas de l'éthique. C'est cette spiritualité de la vie, cette spiritualité de l'ingénierie, l'esprit, l'ingénierie, la créativité des humains. C'est par là qu'il faut commencer. Mais c'est clair que ça ne va pas être fait en quelques semaines, il faut même des générations. Mais si, comme on dit banalement, si on ne commence pas le premier pas, vous ne ferez jamais des kilomètres. Et ça, c'est très important. Le message, si vous voulez, de notre entretien, c'est qu'on peut résoudre le problème de la vie, mais ce n'est pas avec les réformettes ou les solutions d'aujourd'hui. Et ça peut être très triste parce que ça peut que nous n'arriverons pas. Mais moi, je suis convaincu, et d'ailleurs, la vie le montre, si vous pensez à la condition ouvrière au début de 1800 ou au XVIIe siècle, la vie des paysans qui auraient dit que les paysans seraient devenus les paysans parmi celles qui réussissent à résister d'aujourd'hui, qui font de l'agriculture derrière le computer, quoi. Hein? C'est donc possible. Des choses qui, vous connaissez cette expression assez marrante, mais aussi intelligente et sage, dit « Ils ne pensaient pas que c'était impossible, et ils l'ont fait ». Si on pense que les choses sont impossibles, on ne fait rien. Et donc, l'eau, quantité de l'eau, on peut. Et comment? On sait qu'on peut changer, réduire l'accélération actuelle du changement climatique. On peut. D'ailleurs, on a démontré que les 3 mois de confinement ont été très bénéfiques pour la vie environnementale de la planète. Donc, on peut planifier l'équivalent de vie qu'on a eu pendant le confinement et le distribuer le reste de notre vie. Seulement que si on ne change pas, on ne donne pas à la finance le pouvoir de décider, ben, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut enlever le pouvoir à la finance, en étant prudent dans ce que je dis, parce que ce sera court, il faudrait agir dans 3 directions intégrées. Le premier est au niveau urgent, c'est au niveau financier. Il faut modifier le système financier actuel. Il faut éliminer les produits dérivés. Il faut changer la finance. Il faut éliminer les paradis fiscaux. Il faut repenser la fiscalité. Il faut que la banque et la finance soient mises au service de la vie et pas la vie au service de l'augmentation des valeurs financières négociables. Ça, c'est très important. On peut le faire. On peut le faire. Le deuxième domaine, c'est la technologie. Il faut que nos entreprises et les États utilisent la technologie non pas dans la perspective d'augmentation du rendement du capital investi, mais en fonction de l'augmentation de l'apport à la concrétisation du droit à la vie universelle. Un indicateur de bonne technologie, c'est celle qui augmente la concrétisation du droit à la vie des gens. Pas une bonne technologie, c'est celle qui augmente la rentabilité de l'investissement, détruisant la qualité de l'eau, détruisant la quantité de l'eau, etc. Et donc, on a des critères concrets pour mesurer la technologie, l'utilisation de la technologie dans le cadre d'un système de finances modifié. Et puis, la troisième solution, c'est républiciser le pouvoir public. Le pouvoir public, aujourd'hui, l'État est privé, a été privatisé.
n'est plus public, n'est plus res publica. Tout est res privata. Et les États sont des sujets rendus sujets privés, au service des mécanismes de la cupidité, de la puissance des sujets privés. Par exemple, des oligarchies locales. Les oligarchies locales en France qui ont élu Macron. Les oligarchies locales qui en Belgique permettent qu'on fasse des choses qu'on ne devrait pas faire, etc. Donc c'est 3 grands axes. Bannir la finance spéculative, réorienter la raison technologique, républiciser l'État. Et une républicisation de l'État signifie que l'État est res publica et que la tâche de l'État, ce n'est pas de favoriser les entreprises du pays pour être compétitives dans le monde. La tâche de l'État n'est pas de demander de réduire les taxes. La tâche de l'État, c'est d'augmenter au contraire les ressources financières communes pour permettre les services, financer les services communs, qui, inutile de donner un revenu minimum de base, si après c'est pour donner aux gens pauvres un pouvoir d'achat d'acheter les services payants. Donnons les services essentiels et insubstituables pour la vie à travers le budget de l'État. Pas donner l'argent de l'État aux gens pour acheter les services que même ces États sont privés. Et donc voilà, ce sont 3 grands axes dont l'eau peut servir de lien structurel entre tout cela. Et c'est pour ça, moi, je me bats et continue à battre pour l'eau, parce que c'est l'eau qui, soit du point de vue concret, comme du point de vue symbolique, comme du point de vue politique, est un peu le filtre qui nous dit si nous sommes effectivement une humanité bonne et digne, ou une humanité qui est en train de dévier de sa propre, espérons, fonction naturelle de paix, d'amitié et de fraternité.